parlait de Web 2 juste avant, et on parlait aussi d'une certaine manière d'Oracle, parce qu'aujourd'hui tu travailles avec, chez Pitt Network. Euh, pour le coup, on a l'habitude de voir des oracles dans le Web 2. Quelle est la nécessité d'avoir des oracles Web 3, une approche peut-être plus décentralisée? Quelle est un petit peu l'approche de Pitt Network et pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui, tout simplement? Oui, bien sûr. Donc pour la première idée de piste, donc en tant qu'oracle, et après on va sûrement aller plus en détail, mais on se focalise sur ce qu'on va appeler les price feeds, donc les flux de prix. Quel est le prix du Bitcoin? Quel est le prix de n'importe quelle crypto? Mais l'idée de Peace Network a été, par exemple, il y a 3 ans, on a évalué, on va dire, comment le trading de produits futurs ou perpétuels se passait sur la blockchain, et c'était très les vibes du premier Internet, fin des années 90, début 2000. C'est l'anarchie. Assez lent, exactement, et plutôt lent, et pas... Si, par exemple, tu montrais ce qui se passait il y a 3 ans à un trader de finance traditionnelle, il va te dire ton oracle qui update toutes les 1 heure, je ne peux pas trader avec ça. Donc, c'était vraiment un peu fait de pression de boue et ficelle. Après, c'était le début, donc c'était normal. Et l'idée de Pi, c'était vraiment... et si on essayait pas tant d'être généraliste dans les oracles, mais d'être très spécialisé, parce que c'est souvent comme ça que tu crées des différenciateurs versus les compétitions. Et c'est surtout que le monde crypto, donc quand on parle de données financières, crypto, tout est sur la blockchain quasiment, ou par exemple, tous les API d'exchange, toutes leurs données sont gratuites. C'est un monde très nouveau, donc tout est gratuit. Tu peux écouter l'API de Binance toute la journée, ils vont rien dire. Et du coup, les premiers oracles... Ce qui n'est pas le cas dans le monde traditionnel. Exactement. Et du coup, les premiers oracles ont été construits dans cette veine crypto, en se disant, on peut trouver des données où on veut. Sauf que c'est là où on a un peu de sang de finance traditionnelle dans l'idée PIS, c'est que on savait très tôt que, en fait, la plupart des données et les données qui ont le plus de valeur ne sont pas disponibles à tout le monde. Et une fois qu'on avait compris un peu l'idée de, ok, en fait, notre point de différence à la base, c'est vraiment la quantité et la qualité des données qu'on peut avoir. Et du coup, on a vraiment créé le projet dans cette idée. Et quand on peut voir d'autres oracles qui vont être, on va dire, plus généraux, avec plusieurs lignes de produits. PIS, aujourd'hui, ça n'a qu'une ligne de produits et on veut vraiment devenir le leader dans cette veine. Et surtout, et juste pour donner un ordre de grandeur, les données financières en finance traditionnelle, pour les échanges, donc c'est très régulé, c'est un marché qui 7 milliards de revenus par an. Donc, vendre des données Apple, Tesla à des traders ou à d'autres, 7 milliards. Le business model est déjà validé, quoi. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y ait un moyen de faire de l'argent et qu'il y ait une possible demande dans un monde financier. Exactement. Et par exemple, les échanges traditionnels, donc l'équivalent de Binance aux États-Unis, on va dire c'est Cboe. Cboe, 25%, et c'est vrai pour les autres, mais en gros, 25% des revenus des échanges sont de vendre des données. Donc, on pourrait dire aujourd'hui à Binance, commence à vendre tes données. Tu pourrais peut-être pas faire 20% de plus l'année prochaine, mais tu pourrais commencer à générer... Exactement. Et ça, c'est déjà des milliards. Et d'ailleurs, on a vu en pratique Coinbase, depuis cette année, vend ses données. Elles ne sont plus disponibles gratuites. Donc, petit à petit, la crypto va de toute façon... suivre le modèle finance traditionnel, surtout pour les données, pour diversifier les revenus. Et du coup, PIS, l'idée, c'est vraiment un peu le Airbnb de la donnée financière. Tu as de la donnée, tu crées de la donnée, contribue là à l'oracle, et selon l'activité, selon la consommation, ça va générer des revenus, et du coup, pour toi, ça pourra faire d'autres revenus en plus de, par exemple, si tu es Binance, de tes trading fees, maintenant tu as une source de revenus qui vient juste de vendre tes données via le PISnet. Ça fait pas mal écho avec mon expérience, tout ce que tu dis, parce que moi-même, j'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelle Pandascore, qui est donc une boîte de data, qui collecte de la data sur l'e-sport, qui a été une des premières boîtes d'ailleurs à proposer de la donnée sur l'e-sport, y compris de la donnée en temps réel. Et en gros, ils collectent de la donnée sur les matchs e-sport avec de l'IA, avec de la computer vision. Et ensuite, ils la distribuent sous forme de statistiques. Et en utilisant ces statistiques-là et toutes les données en temps réel qu'ils ont, ils créent des cotes. Et donc, avoir une donnée qui est intègre,
qui est disponible, mise à jour régulièrement en temps réel, etc., c'est un challenge monstrueux parce que pour le coup, je m'en suis rendu compte en travaillant dans cette boîte et les gens se rendent pas compte à quel point avoir une donnée qui est intègre, qualitative et mise à jour en temps réel, c'est un réel challenge. Et surtout quand toi, par exemple, tu dis que on pourrait probablement avoir plusieurs exchanges ou la majorité des exchanges qui vendent à terme leurs données et donc qui fermeraient un petit peu le pipe et le moyen pour certains de collecter leurs données. Donc c'est aussi important d'avoir une alternative sur ça. Tu parlais des oracles. Je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant nécessairement de ce que c'est un oracle, de ce que ça fonctionne et pourquoi surtout c'est important. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Ouais. Donc pourquoi on a besoin d'oracles sur les blockchains? Donc les blockchains, c'est un réseau fermé. Donc on va dire que c'est un système, on va dire pas stupide, mais qui n'a pas accès à n'importe quelle autre donnée que ce qui se passe sur leur blockchain. Donc le state, à chaque bloc qui est sur Bitcoin, tu peux regarder le state à chaque bloc, c'est tout. Comme une IA au final, tu es obligé de lui donner des données pour qu'au final elle s'entraîne et qu'elle fasse des choses intelligentes avec, parce que de base elle est pas forcément ultra intelligente si elle a un set de données ou peu de données. Exactement. Ouais. Donc là, en gros, toutes les blockchains, au jour 1, elles n'ont pas de données. Les seules données, c'est les données blockchain. Et pour faire fonctionner donc les smart contracts dans toutes les applications que principalement vous allez utiliser en DeFi, mais aussi il y a aussi maintenant de la GameFi ou n'importe quelle faille ou autre, où la plupart des applications maintenant ont besoin d'Oracle. Donc l'idée, c'est vraiment l'Oracle va permettre à ces codes, donc chaque application théoriquement c'est juste du code on-chain, de pouvoir opérer selon des triggers. Donc par exemple, ton protocole, ton code on-chain si le Bitcoin va au prix X, il va faire cette action. Du coup, l'Oracle, son travail, c'est de pouvoir permettre au smart contract de faire les actions dont il a besoin aux règles qu'il a prédéfinies. Donc toute l'idée, c'est vraiment, c'est un peu comme Internet. Tu connectes ta blockchain à Internet. Maintenant, tu peux savoir la météo et du coup, tu peux bien t'habiller, mettre un pull ou non le matin. Et du coup, par Bitcoin, donc les oracles ont du besoin, on ajoute de la valeur sur les blockchains sur lesquelles on peut construire des applications. Bitcoin n'est pas construit comme Ethereum pour faire on va dire du calcul. C'est vraiment que du transactionnel. Ethereum a été construit pour ça. Donc Ethereum a vraiment besoin d'informations extérieures pour pouvoir faire fonctionner leur smart contract directement sur la blockchain. Donc pourquoi c'est super important aussi, d'un point de vue sécurité, donc tout ce qui est code et blockchain, une fois que quelque chose est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc c'est pas de merde, j'ai un bug dans mon code. Chiant et puis en même temps. Exactement. Je vais pas refaire ma PR sur GitHub et résoudre le problème. C'est ce qui devait se passer, c'est passé et on ramasse un peu les morceaux. Du coup, la première qualité d'un oracle, c'est d'avoir des données précises et pas erronées. Donc les premiers oracles, souvent, ont été construits pas tant pour résoudre le problème de la vitesse, mais plus pour résoudre le problème de sécurité et s'assurer que les données sont pas fausses. Pas que ça soit la meilleure réponse possible, mais que ça soit pas complètement faux. Du coup, les premiers oracles, c'était par exemple quel est le prix de Ethereum maintenant. Ça va demander à 10 nœuds différents. Quel est le prix d'Ethereum maintenant? Chaque nœud va soumettre sa réponse et après l'oracle va prendre par exemple la médiane de toutes les réponses pour dire ceci est le prix. Donc les premiers oracles, vraiment, ils ont résolu le problème de comment peut-on demander à X nombre de parties une certaine donnée, l'avoir, pour pouvoir s'assurer qu'on ne va pas détruire le smart contract en dessous. Donc c'est pas une donnée, c'est plusieurs données et ensuite on essaye de l'interpréter pour donner une donnée qui nous semble la plus correcte et la plus proche de la réalité. Exactement. Et ça peut être n'importe quel type de données. Donc j'ai mentionné plutôt que le Peace Network est focalisé sur les prix d'actifs, de tokens, de stocks, mais cette donnée, une application peut demander théoriquement n'importe quel type de données à un oracle. Donc que ça soit la météo, que ça soit tu parlais de résultats e-sport ou sport normaux. Théoriquement, n'importe quelle information peut être envoyée depuis, on va dire, le monde réel ou le monde off-chain sur une blockchain via un oracle. Après, chaque oracle, on va dire, a son design spécifique, car chacun veut résoudre, on va dire, un problème différent.
Ok. Et tu parlais du fait que vous vous concentrez par exemple sur des données qui sont surtout financières. Je suppose que c'est un point qui est différenciant avec par exemple les autres oracles qui sont disponibles. Pourquoi ce choix? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Pit entre guillemets se développe sur d'autres types de données, enfin de données à l'avenir? Et surtout, quelles sont les plus grosses différences avec les autres oracles disponibles, même au-delà de la donnée, Bien enfin du sûr. type de données? Donc pourquoi PIS? Donc ça fait 2 ans et demi, nous avons que des flux de prix. Donc je l'ai mentionné juste avant, c'est un marché, les données financières de 7 milliards d'euros annuels. Donc je dis pas que PIS va faire 7 milliards de revenus dans un an. C'est très beau. On peut toujours rêver, mais c'est vraiment de euh, se focaliser dessus pour vraiment pouvoir attraper la part belle de ce marché-là, qui est minuscule en DeFi aujourd'hui ou on-chain plutôt. Donc vraiment, c'est parce que par exemple le fait de la météo, par exemple, si on pense aux données météo, c'est plutôt facile de trouver cette donnée gratuitement. Tu vas sur Météo France ou je ne sais quel Windguru ou je ne sais pas quelle est votre plateforme préférée, mais théoriquement, cette donnée-là n'a pas tant de valeur et c'est pour ça qu'elle est en public. Toutes les données financières, en tout cas celles qui valent cher, ne sont pas publiques. Et du coup, de se focaliser à réussir à attraper, à avoir cette donnée et de pouvoir la revendre, c'est là où on s'est dit que il y a plus de potentiel en essayant de capturer ces 7 milliards plutôt que avoir un oracle, on va dire, qui serait plus dans l'automatisation. Par exemple, la donnée en elle-même, il s'en fiche, c'est plus décentraliser le processus de ramener cette donnée on-chain. Puis c'est vraiment plus l'idée de créer de la donnée financière à partir de rien. Et du coup, c'est pour ça qu'on a aujourd'hui 400 price feeds. Je pense que pas beaucoup d'autres oracles ont. Et donc tu mentionnais les potentielles évolutions. Donc on va donc continuellement ceux qui travaillent sur le network, on essaye d'améliorer le produit existant. Donc ça veut dire déployer sur de nouvelles chains, plus de price feed, toujours plus précis, plus de publishers de données, parce que plus il y a de publishers, plus c'est sécurisé et précis. Donc Donc il y c'est a des gens qui toujours soumettent de la donnée, c'est ça que tu veux dire. exactement. Du coup, ça va être, on va dire pour l'année 2024 et dans le futur, c'est continuellement améliorer on va dire, ce produit cœur qu'on a, mais on regarde aussi ailleurs. Par exemple, les secteurs qui ont beaucoup d'activités, on a vu GameFi. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu, on va dire, à part Axie Infinity, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu triple A, des jeux triple A qui sont arrivés sur la chain, mais c'est quelque chose avec les NFT, si on peut, selon moi, surtout d'un point de vue des oracles, on peut mixer NFT et GameFi ensemble. C'est des activités c'est des secteurs où il va y avoir beaucoup d'activités. Bon, si tu as 10 000 joueurs sur un même jeu qui font des transactions, toutes les, je sais pas, 10 minutes, ça fait des milliers et des milliers de transactions et du coup, ça fait beaucoup de valeur à capturer. Donc, on regarde de plus en plus à est-ce que c'est est-ce que je vais l'avoir en français le mot, de la VRF ou de la on-chain randomness, donc de la De un l'aléatoire générateur on-chain? de chiffres, exactement. Un générateur aléatoire de chiffres. Et ça peut être utilisé pour tous les mines de NFT. Ça peut être utilisé pour toutes les GameFi, les jeux où tu vas avoir des Pour loteries. s'assurer qu'il y a du vrai aléatoire, tu veux dire, que c'est pas Exactement. manipulé par le jeu lui-même et donc d'avoir une sorte de tiers qui est en mode, ok, moi j'ai pas forcément d'intérêt économique à tricher sur ce chiffre aléatoire, donne-moi ce chiffre aléatoire et les gens pourront vérifier que c'est un acteur extérieur et que j'ai pas d'intérêt nécessairement à essayer de le traficoter, quoi. Exactement. C'est comme si le tirage du loto qui se passera tous les vendredis soirs était fait en différé. Si tout était fait en différé, tu te dirais bon, comment suis-je Bizarre. certain que c'est pas le petit-fils de celui qui a mis les boules dans la boîte qui choisit tout. Donc on regarde d'autres types de produits. Après, d'autres oracles offrent on va dire de l'automation. Par exemple, si X se passe sur la blockchain, ça doit impliquer Y off-chain ou vice-versa. Mais théoriquement, on pense généralement, on va lancer quelque chose si on est sûr que le produit qui est lancé a un edge. Parce que
idéalement, un avantage concurrentiel. exactement. Idéalement, tu n'as même pas besoin de vendre ton produit. C'est un peu l'objectif qu'on a. C'est de pas avoir besoin de faire 2 heures de sales pitch à des développeurs pour leur convaincre que c'est la meilleure solution et une bonne solution en général. Juste essayer là, quoi.